Les amis, on est de retour dans le programme. Aujourd'hui, on va prendre notre temps. On va prendre notre temps pour parler d'un sujet qui est battu, rebattu, débattu sur Internet. C'est la prise de masse musculaire. Et je vais plutôt élargir en fait le discours à la synthèse protéique. La synthèse protéique, comment fait le corps en fait pour créer des nouvelles protéines et donc des nouveaux tissus. C'est très important d'avoir cette image claire et vraiment de comprendre les grands principes de la physiologie pour pas vous faire balader à travers tous les discours qu'on peut trouver sur Internet, dans les magazines, par les coachs aussi qui peuvent vous donner des conseils, que vous pouvez entendre dans une salle de sport, que les marchands de shakers de protéines veulent vous vendre aussi. Tout ça, si vous avez ces bases de compréhension de la physiologie, vous aurez comme des filtres pour plus vous faire mener par le bout du nez. Donc c'est hyper important de prendre le temps à ce niveau-là. Et donc cette synthèse protéique, je vais l'aborder de deux manières, en fait, de deux grands volets dans cette vidéo. D'abord par l'approche des neurosciences et ce qu'on comprend du fonctionnement du système nerveux et donc de l'entièreté du corps actuellement, donc les dernières recherches vraiment à ce niveau-là. Et l'approche, j'ai envie de dire plutôt classique, de la prise de masse musculaire, où c'est vraiment la physiologie même du muscle, c'est de la fibre musculaire, donc de la cellule musculaire. Donc en fait, de toutes les cellules du corps. Ce qu'on va exposer là, il y aura des spécificités aux cellules musculaires, mais c'est très facile d'élargir ça à toutes nos cellules, à tous nos tissus, que ce soit nos ongles, nos cheveux, etc. Et notre peau, notre barrière intestinale, tout ce que vous voulez. La synthèse protéique, elle participe au renouvellement, à la création de nouveaux tissus. Donc, le volet neurosciences. Carl Friston, c'est un monsieur, un Anglais, qui donne le la en ce moment dans le milieu de la neuroscience scientifique. C'est le monsieur qui, quand il parle, tout le monde écoute. C'est vraiment notre Albert Einstein du 21e siècle. Il est extrêmement en avance sur son temps, si bien que les spécialistes de son domaine, les autres neuroscientifiques, avouent ne pas comprendre grand-chose à ce qu'il raconte parce qu'il est très très en avance. Donc il doit vulgariser et descendre au niveau des autres pour expliquer ses recherches, en fait ses travaux de recherche. Donc moi, à mon petit niveau, j'étudie ces travaux simplifiés. Je rentre pas dans les mathématiques, par exemple, de ce qu'il présente, mais j'essaie de comprendre les grands principes qu'il expose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les détails pour comprendre les grands principes. Et après, il faut qu'on ait l'intelligence de les appliquer à notre quotidien, les impliquer, comprendre les implications que ça a sur nos actions, nos actes dans notre vie quotidienne et comment les moduler pour coller au mieux à notre physiologie. C'est toute la philosophie de la naturopathie que je défends ardemment. Naturopathie, ça veut dire suivre la voie de la nature. Donc, le principe fondateur de Carl Friston, c'est le FEP, qui veut dire Free Energy Principle. Donc le principe d'énergie libre. Et derrière libre, derrière énergie libre, il faut que vous entendiez l'énergie qui est libérée et presque l'énergie qui est gaspillée. Je m'explique. Depuis Schrödinger, depuis certains grands scientifiques et pères fondateurs de la physique quantique, on s'est rendu compte qu'il y a des forces qui s'opposent dans le vivant. Il y a l'entropie qui est régie par l'une des lois de la thermodynamique qui nous explique que un corps vivant, un organisme vivant, un système complexe a tendance à pousser vers plus de désordre au fur et à mesure que le temps avance. Pour prendre un exemple que utilise d'ailleurs Schrödinger, c'est une goutte d'encre qui tomberait dans un verre d'eau. Vous imaginez bien la goutte d'encre noire qui tombe dans le verre d'eau. Au début, elle est contenue, elle garde sa forme, et puis très rapidement, elle se dilue, et tout le verre d'eau devient sombre. Okay, elle se dilue. Ça, inévitablement, la vie tend vers cette dilution de l'information, et on pourrait dire l'accroissement en fait du désordre. Ça, c'est vraiment l'entropie, et l'une des façons de mesurer l'entropie, c'est le dégagement de la chaleur. Si vous avez de la chaleur dans un corps vivant, c'est une expression, un sous-produit finalement de l'entropie. Donc Carl Friston, il nous dit,
avant d'en arriver à Carl Friston, il y a cette entropie, pardon, et il y a ce que essaye de faire le vivant par rapport au fait de perdre en fait de l'énergie et perdre de la chaleur. Ben, lui, il essaye de contenir tout ça. C'est ce qu'on appelle la neg-entropie, neg pour négatif. Il essaye, lui, de maintenir la vie, ben, le corps à l'intérieur de la peau. La cellule essaye de maintenir son intégrité, donc son cytoplasme, l'intérieur de la cellule, à travers sa double membrane. Les organes essayent de garder leur forme grâce à leur membrane et voilà, peu importe. Chacun, dans le vivant, essaye de contenir les choses parce que ça a tendance à partir jusqu'au jour où on meurt, d'accord? C'est exactement ça, l'entropie. On est bébé, fœtus, on grandit, on va vers l'extérieur, dégagement de chaleur, dégagement d'énergie, etc. Et neg-entropie, la vie qui veut garder tout ça pour survivre le plus longtemps possible. Voilà. Donc voilà, je vous ai résumé le sens de la vie. Donc si vous voulez couper la vidéo là, c'est terminé, rideau. Non mais il y a un peu de ça. Il y a des gens qui tirent des conclusions par rapport à ça. Ils disent finalement, le but de la vie, c'est un peu que ça. C'est lutter contre le désordre, lutter contre l'entropie, essayer de survivre le plus longtemps possible. Donc, pour diminuer l'entropie et avoir la conservation de la vie, comment fonctionne le cerveau et comment fonctionne le système nerveux, Carl Friston nous explique que c'est toujours dans la stratégie de réduire ce qu'il appelle l'erreur somatique, réduire cette libération d'énergie qui est non voulue. Hein, c'est ce principe d'énergie libre. Alors, pour expliquer tout ça, en fait, on a toujours cru que le cerveau et le système nerveux, c'était une boîte à réagir à des stimuli, c'est-à-dire il y a un stimulus qui arrive, vous vous pincez, l'information remonte au cerveau, le cerveau donne un ordre au corps et ça réagit. On a toujours eu l'impression que c'était ça, donc sans stimuli, il ne se passait rien. Ben en fait, pas du tout. Carl Friston nous dit, en amont même d'un stimuli, le cerveau, et en particulier, on va dire, le corps humain, le système nerveux dans son entier, est toujours en train d'essayer de prévoir, de faire une prévision sur ce qu'il va ressentir prochainement. Donc ça se fait à chaque milliseconde, c'est pas conscient, c'est inconscient. C'est pas je prévois que je vais manger ceci ou je prévois qu'il va y avoir un avion qui traverse le ciel. Non, c'est mon cerveau qui prévoit inconsciemment ce que je vais ressentir. De la douleur, de la joie, de la chaleur, du froid, et ça milliseconde par milliseconde. Donc je fais une prévision. Imaginons que cette prévision, sur un graphique, ce soit cette courbe verte. Ça, c'est un ressenti. Donc imaginons que le cerveau, il se dit, là, je prévois tant de douleur, ou tant de joie, ou tant de plaisir, peu importe. Vous avez peut-être tous fait déjà cette expérimentation de toucher un four, un plat qui sort du four, ou une poêle qui est chaude, et vous vous brûlez. Eh bien, si vous retouchez après cette même poêle, mais qu'elle est froide, le cerveau va penser qu'elle est chaude, et vous allez dire « Ah non, en fait elle est froide aujourd'hui, je ne l'ai pas encore mis sur le feu, ou le four n'est pas allumé, etc. » Mais le cerveau avait engrammé dans son subconscient l'information que ce plat ou cette poêle, eh ben, la dernière fois, ça nous avait brûlé, et donc ça veut dire, cette poêle, ça veut dire le chaud, cette poêle, ça veut dire la brûlure. Donc on engramme, on prévoit les choses. Ou quand vous dites à un enfant, vous faites semblant que quelque chose est très lourd, vous portez un sac très lourd, vous dites « Ah tiens, prends ça !» Ou un pot à eau rempli d'eau, et vous faites semblant que c'est très lourd, et vous lui donnez, ou vous lui jetez, et en fait le pot à eau est vide, il va faire « Ah !» Il va avoir une sensation, il avait prévu que ce soit lourd, donc le corps avait prévu de réagir d'une certaine manière. En fait, la chose elle est vide, elle est légère, vous lui faites une blague, et là le corps il est déstabilisé, il ne sait plus sur quel pied danser. C'est exactement ça. Et donc l'erreur somatique, qu'est-ce que c'est? Ça va être la différence entre ce que le cerveau, le système nerveux avait prévu, et l'observation, ici, de l'événement en tant que tel. C'est-à-dire, vous dites à la personne « Ah là, prends ce sac, il est très très lourd. » En fait, le sac est vide. La personne prévoit certaines choses, une certaine réaction, un certain ressenti du corps. Vous lui donnez le sac lourd, tout d'un coup, l'effort est beaucoup plus grand, et il y a ça de différence. Et ça, c'est l'erreur somatique. Gaspillage d'énergie, c'est-à-dire il y a une énergie qui est libérée qu'on n'avait pas prévue. Et il faut toujours prévoir les choses. Pourquoi? Parce que si on prévoit bien à chaque fois, on calibre bien, notre prévision correspond à notre observation,
Il n'y a pas de gaspillage d'énergie. On répondra de la meilleure manière, on diminuera l'entropie, et c'est exactement ça. Plus on augmente l'erreur somatique, plus on risque de créer un traumatisme dans le corps qui nous dira attention là, la dernière fois qu'on a fait ça, ça a fait très très mal, ou ça s'est passé d'une manière qu'on n'avait pas du tout prévue, et donc drapeau rouge, il ne faut pas y aller, etc. Ça peut créer des traumatismes comme ça. Parce que le corps ne veut pas cette entropie, il ne veut pas de gaspillage d'énergie pour rien. Il faut toujours allouer l'énergie à des choses qui ont du sens pour le corps, parce que lui, la seule chose qu'il comprenne, c'est la survie. Donc, réduction de l'erreur somatique, c'est un principe essentiel qu'on va voir et revoir, que vous devez garder à l'esprit. Et c'est ce principe-là, moi, qui m'a permis d'évoluer énormément ces dernières années. Même j'ai envie de dire, c'est grâce à ce principe-là, grâce à ces neurosciences, que j'ai connu mes meilleures épiphanies, c'est-à-dire mes moments de Eureka, que j'ai vu mes performances augmenter, que j'ai vu mon physique changer, que j'ai réglé vraiment des problèmes qui étaient loin engrammés en moi. Donc vraiment, pour moi, ça c'est essentiel. Donc comment réduire cette erreur somatique? On a plusieurs choix. Soit on modifie notre prévision, ici, cette courbe verte. Soit on modifie notre observation. Donc modifier les prévisions, modifier l'observation, c'est un travail sur soi-même. Soit on modifie l'environnement en tant que tel. Et là, c'est une action sur le monde qui nous entoure. On va voir que ça concerne différents circuits dans le cerveau. Et encore une fois, Carl Friston nous donne beaucoup d'indices sur comment nous entraîner par rapport à ça. Ce qui est intéressant à faire, et même, j'ai envie de dire, obligatoire, puisque vous suivez cette formation, et c'est moi qui vous propose les choses. Donc, obligatoirement dans cette formation, voilà ce que vous devez faire, analyser votre narration interne. Analysez-la. C'est-à-dire, il y a un événement, par exemple un entraînement physique, par exemple un bain froid, par exemple un sauna. Analysez ce que vous aviez ressenti. Vous aviez, avant d'y aller, votre prévision, c'était ça va faire mal, ça va être très très froid, ça va être désagréable, j'ai pas envie d'y aller, je suis crispé. Tout ça, vous devez l'analyser. Et qu'est-ce que je me raconte dans ma tête? Ah, je vais pas rester longtemps. Ah, ça va être nul. Ah, je vais être nul. Ah, j'ai pas envie d'aller faire ce sport et tout. Cette séance, elle ne m'intéresse pas. Et puis, je suis nul à cet exercice-là. Toute cette narration interne, si vous vous dites sans arrêt que vous allez être nul, votre prévision sera que vous allez être nul et au maximum, le corps va vouloir coller à cette prévision. C'est-à-dire, si je pense vraiment et que j'arrête pas de me répéter que je suis nul, le corps, lui, son seul but, c'est de réduire l'entropie. Donc il va faire de tout son mieux pour avoir raison et faire en sorte que l'observation colle à la prévision. C'est aussi simple que ça. Donc c'est là où la narration interne est importante à analyser. Écrivez-la. Ce que je vous dis qui sera obligatoire, ce sera de l'écrire, cette narration interne. Avant l'effort physique, je me disais que. Pendant l'effort physique, j'ai ressenti que. Et grâce à ça, grâce à ces prises de notes, on va pouvoir voir où se situaient les observations, les prévisions, et comment étaient les observations. Et ça, c'est vraiment capital si on veut réduire l'erreur somatique. Sinon, on va toujours se forcer à faire les choses, on va se forcer à faire l'exercice physique parce que vous suivez la formation de Pierre, vous allez vous forcer à faire à être très dogmatique dans tout ce que vous faites. C'est pareil pour le jeûne intermittent, c'est pareil pour l'alimentation. Si vous vous dites à chaque fois « Ah, je fais mal les choses, et puis j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu jeûner plus longtemps, j'aurais pu manger plus clean, plus sainement, là j'ai craqué sur un bout de pain », et vous vous répétez sans cesse des choses comme ça, vous faites à chaque fois une prévision. À chaque fois, vous renforcez la prévision négative et après, donc, l'observation va être au plus proche de cette prévision-là. Ça va être très dur de s'en détacher. Alors que si on se force à avoir une narration positive, c'est le fake it until you make it des Américains. Moi, j'aime plutôt dire do it until you make it, c'est-à-dire faites-le jusqu'à y arriver. C'est se répéter des choses, avoir une narration positive, une belle posture forte, fière, avant de faire quelque chose, ça fait que la prévision va légèrement changer et aller vers du mieux. Donc, la narration interne est très importante à observer et à noter. Ça, ce sont les neurosciences. Ça, c'est l'étape clé et capitale si l'on veut construire du muscle, si on veut faire des nouvelles protéines. Pourquoi? On va le voir après. Parce que de tout ça,
de cette erreur somatique ou non va dépendre le passage en mode anabolique, le passage du système nerveux vers le parasympathique, vers le repos et l'intégration. Sinon, si on reste sur un traumatisme de l'erreur somatique, on va être toujours dans une forme de lutte par rapport à soi-même. C'est-à-dire, voilà, toujours dans ce stress, cette angoisse, ce manque d'amour propre. Et donc, dans une forme de survie vraiment et d'angoisse de ne pas arriver à faire les choses et se dévaloriser mentalement, pourquoi voulez-vous que le corps alloue de l'énergie à se renforcer, à créer de nouvelles protéines et de nouveaux muscles? Ça ne peut arriver que dans un état de confiance. Et en vous disant ça, je me remémore quelque chose, c'est les paroles de Pavel Tsatsouline. Pavel Tsatsouline, c'est toujours, je pense, ou non, il était dans le passé, l'entraîneur physique des Spetsnaz, donc les forces armées russes, si je ne dis pas de bêtises. C'est un costaud, hein. Aussi bien mentalement que physiquement, c'est un très grand coach et il est très impressionnant. C'est la personne qui a popularisé le kettlebell, donc vous savez, le poids avec la poignée, là, dans le monde occidental, surtout aux États-Unis. Et Pavel Tsatsouline, donc un coach de grande renommée, répondait à une question par rapport à l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est généralement un truc qu'il occulte, qu'il met de côté, il ne répond pas parce que ça le gonfle. Il dit tout le monde doit tester à son niveau pour trouver ce qui lui correspond et sur ça je le rejoins parfaitement. Et il dit quelque chose d'intéressant quand même, parce que la question était précise, c'était par rapport aux protéines, les protéines qu'il faut manger et pour faire du muscle surtout. Donc combien, quand manger des protéines, etc. Et Pavel Tsatsouline répond un truc très juste, il dit, tu sais, pour faire du muscle et utiliser les protéines que tu donnes au corps, il faut placer le corps dans un état de très grande confiance et de surplus. C'est-à-dire, il faut lui dire que tout va bien et qu'il peut se servir allègrement, à loisir, de ce qu'on lui donne. Que ce soit des protéines, que ce soit des minéraux, que ce soit des oligo-éléments, peu importe. Sinon, s'il a l'impression constamment qu'il y a un tigre devant la porte, qu'il y a des angoisses, qu'il y a du stress, le corps ne va pas passer en mode anabolisme et ne va pas créer de nouveaux tissus. Et il prenait l'exemple dans les années 70, les bodybuilders, je crois il prenait l'exemple des bodybuilders russes, dans les années 70-80, quand il y avait vraiment la mode de Schwarzenegger, bodybuilding, etc. Ils mangeaient 10 fois par jour, hein, ces gens-là, parce qu'il y avait un tel catabolisme. Là, on est vraiment en dehors du monde de la santé, on est vraiment à l'extrême vraiment de l'hypertrophie musculaire, etc. Mais ça exprime quand même quelque chose de vrai, je pense. C'est qu'ils se réveillaient, ils mettaient les heures tard la nuit, du genre à 2h du mat, 3h du mat, pour encore se faire des casse-croûtes. C'est-à-dire, ils rajoutaient du contenu. Et pareil pendant la journée, ils rajoutaient plus. Et ils faisaient en sorte que chaque jour, c'était je prends le plus de plaisir à travailler à la salle, je prends le plus de plaisir à manger et j'essaye de placer mon corps tout le temps dans un état de bien-être et pas de bien-être au sens, quand ils allaient à la salle aussi, ils se faisaient mal d'une certaine manière, hein, ils poussaient fort, etc. Ils allaient dans le rouge. Mais c'était toujours dans cet état de surplus, aussi bien dans le niveau catabolique. Je m'éclate à ce que je fais, c'est pas parce que je me fais mal que je prends pas plaisir à la pratique. Moi, c'est vrai que pendant l'effort, c'est pareil, musculation, crossfit, peu importe, je me donne à fond. Parfois, l'effort peut provoquer de la douleur, et pourtant j'y retourne le lendemain, parce que j'adore ça. Et je pense que les sportives et sportifs se reconnaîtront derrière ce discours. Mais au niveau de l'alimentation, c'était un peu ça, on va vous donner plusieurs fois par jour ce que vous adorez manger en grande quantité, et il faut que vous en ressortiez à chaque fois fier et content, aussi bien content de l'exercice physique que de l'alimentation. Et pour moi, ce discours-là était très très vrai. C'est-à-dire la culpabilité de ne pas bien faire les choses, de ne pas les faire parfaitement. Je ne sais pas si c'est franco-français ou je ne sais pas, mais c'est terrible. C'est terrible de ne pas avoir cet amour-propre, cette fierté par exemple, de progresser petit pas par petit pas. On est toujours en train de se dire « j'aurais pu faire mieux, c'est pas assez bien, je suis pas assez bien, etc. » Alors qu'on peut voir, par exemple,
les Américains, la culture américaine est beaucoup plus portée sur l'amour-propre, la fierté. Yes, guys, et tout, ils se tapent dans les mains, ils sont contents, ils sont fiers d'eux, ils expriment cette fierté et cet amour-propre beaucoup plus facilement que nous. On est un peu plus timide, etc. Se dire, je suis pas assez bien, etc. Et ça, ce discours de Pavel Tsatsouline m'avait beaucoup bien marqué. Et ben, prévision, amour-propre, observation, tout ça, ça participe à réduire l'erreur somatique et à l'anabolisme. Donc maintenant, deuxième partie, physiologie. Comment ça se passe au niveau physiologique? Déjà, le steak que vous mangez, je sais pas moi, les protéines végétales que vous pouvez manger, tout ce que vous pouvez avoir dans votre assiette qui passe dans votre bouche, c'est pas ça directement qui va aller dans votre biceps, qui va aller dans votre quadriceps. Hein, les gens pensent, je me suis fait un gros steak, puis ils imaginent que le steak se transforme en biceps. C'est comme ça. C'est comme ça parce qu'on n'a pas les bases de la physiologie. Comprenez bien que les protéines qui sont par exemple dans le poisson, qui sont par exemple dans le tofu que vous mangez, peu importe où vous trouvez votre source de protéines, il va se passer toute l'étape de la digestion déjà avant ça. Il faut que les protéines soient scindées en petits morceaux qu'on appelle des peptides et que les peptides soient encore scindés en briques de base, vraiment un plus petit morceau, qu'on appelle des acides aminés, que j'ai écrit AA ici. Et ça se passe dans la digestion. Ça se passe au niveau de la bouche, mastication, enzymes salivaires. Ça se passe surtout au niveau de l'estomac, pH, donc acidité extrême, une enzyme qui s'appelle la pepsine qui est là pour scinder les protéines en plus petits peptides. Après, ça se passe au niveau de l'intestin grêle, et le pancréas aussi balance des enzymes protéolytiques qui cassent les protéines, pour enfin que les acides aminés soient suffisamment petits pour passer la barrière intestinale et enfin pénétrer dans le sang. Donc là, ça passe par la veine porte pour arriver dans le foie. Et le foie, lui, il stocke les acides aminés. C'est-à-dire, c'est toujours pas arrivé dans votre biceps. Hein. Là, ça va stocker. Donc là, rien que ça, cette digestion peut durer 10 à 12 heures. Donc imaginez que vous venez de faire une séance de renforcement musculaire, comme on peut le faire dans ce programme, et que tout de suite après, vous allez au restaurant et vous mangez, vous faites un blanc de poulet, vous faites une omelette, vous faites du tempeh, peu importe, vous mangez des graines germées, des aliments riches en protéines, pensez que ça va reconstruire tout de suite le muscle que vous venez de travailler, c'est illusoire. La fenêtre anabolique, la fenêtre de reconstruction du corps, elle est très très longue. Je ne l'ai pas noté ici, mais il y a une étude c'est le Canadian Journal Applied Physiology, quelque chose comme ça. Donc une étude scientifique de physiologie canadienne qui a regroupé justement, qui a montré que la fenêtre anabolique, c'est très très intéressant de voir ça, elle est de 50% plus élevée pendant les 4 heures qui suivent l'exposition au stress que peut être l'exercice physique, mais elle est élevée de plus 109% pendant les 24 heures qui suivent. 109%. Donc évidemment, c'est ce mythe de la fenêtre anabolique du genre, vous venez de faire du sport, vous venez de faire de la musculation, il faut tout de suite manger après. Tout de suite manger, vous envoyez un shaker de protéines, et c'est pour ça qu'on vous en vend. Hein. Tout ça, c'est à remettre en question. Tout ça, il y a peut-être une part de vrai. Tout ça, c'est à adapter à chacun, parce qu'on a tous une physiologie différente, on a tous une masse musculaire différente, et on fait tous des séances d'entraînement différentes. Mais il faut relativiser les choses. C'est pas arrêter, et c'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut voir les choses sur le long terme, parce que les adaptations du corps se font toujours court terme, moyen terme et long terme. Donc, rien que si on prend l'exemple de notre digestion, on voit bien que les protéines, le temps qu'elles soient digérées dans ce qu'on mange, ça prend 10 à 12 heures, après c'est stocké dans le foie, et après il faut que ce soit déstocké pour amener sur le lieu de reconstruction. Et ça, ce qu'on mange, les protéines qui sont synthétisées chaque jour, on évalue qu'il y a entre 70 et 80 grammes qui viennent de la nourriture, et pourtant le corps synthétiserait 300 grammes de protéines. Ça veut dire qu'il y a plus de 200 grammes, 220, 250 grammes, qui viennent en fait du recyclage de ce qui est déjà là. Donc l'alimentation, c'est une part congrue de la synthèse de nouvelles protéines, de la synthèse de nouveaux tissus, que ce soit le tissu musculaire, que ce soit vos cheveux, vos dents, votre peau, voilà, vos ongles. Donc,
Comment ça se passe? Par exemple, on va prendre l'exemple du système musculaire, des cellules musculaires, parce que c'est ça qui est parlant quand on parle de protéines et de synthèse de tissus, mais encore une fois, élargissez ça à tous les tissus du corps, peau, épiderme, ongles, etc. Prenons un muscle et les cellules musculaires que vous voyez, elles sont très longilines, très aplaties comme ça. Et puis j'ai dessiné des cellules, des autres cellules qui sont là, qu'on appelle les cellules satellites. Donc c'est écrit en abréviation CS. Ces cellules satellites, elles sont particulières, elles ont un seul noyau et elles ont la capacité de se diviser. Les cellules satellites, c'est elles qui vont s'activer, je les ai mis avec plein de petits points bleus autour là, lors du catabolisme, c'est-à-dire lors de l'utilisation des muscles, si vous allez courir, sauter, faire de la musculation, peu importe l'activité physique, elles vont s'activer. Elles vont s'activer et cet instant de catabolisme c'est quand on utilise ses ressources, je pense que vous commencez à le savoir, il induit donc la multiplication de nos cellules satellites. Voilà, il y en avait 3, et bien là il y en a 5, et celles-ci, quand elles s'activent, elles appellent, ce sont autant de signaux pour dire au foie, on a besoin d'acides aminés. Donc pour reconstituer du collagène ou peu importe, les ongles, etc., les cheveux, tout ça, on va avoir besoin de glycine, on va avoir besoin de certains acides aminés en particulier, c'est elles qui vont dire nous, là, on veut de la glycine à cet endroit-là, parce qu'on a besoin de faire des ongles, etc., peu importe. Donc, ils font venir, ils disent au foie, des stocks. C'est un signal. Il y a d'autres signaux, hormonaux, nerveux, etc., mais là, on s'intéresse vraiment à comment le muscle va grossir, en fait. Et ça, c'est pendant la phase anabolique. Très important. La phase anabolique, c'est repos, intégration, sommeil, narration interne positive. C'est important, ça. C'est pour ça que je vous ai fait ce speech sur les neurosciences avant. Et puis, troisième phase, en fait, ce qui va se passer, c'est que, dans la deuxième phase, les acides aminés qui arrivent, elles vont toutes se donner la main et se reconstituer pour former des protéines, pour retourner à l'étape de peptides et de protéines. Donc, on reva dans le sens inverse de la digestion et on reforme des protéines. Troisième étape, fusion des acides aminés et des cellules satellites. Donc tout le monde fuse, c'est-à-dire on avait une fibre musculaire qui était comme ça avec des cellules satellites sur le côté. Des acides aminés sont arrivés, tout le monde fuse et le muscle grossit. Anabolisme du muscle. Donc on voit que c'est pas tellement la création de nouvelles fibres musculaires que le grossissement des préexistantes qui fait que le muscle grossit. Il y a des nouvelles fibres musculaires qui vont être, construites ex nihilo, mais c'est avant tout l'expansion, le fait de faire grandir celles qui existent déjà, qui fait l'anabolisme, qui fait l'hypertrophie musculaire. L'hypertrophie musculaire, c'est un terme qui peut sembler bizarroïde, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas hypertrophie musculaire, ça ne veut pas dire devenir Schwarzenegger. Que vous soyez un homme, une femme, de n'importe quel âge, il faut absolument prendre soin de sa masse musculaire, l'entraîner avec résistance ou pas, avec des poids ou pas, parce que c'est les muscles qui pèsent le plus dans notre physiologie, c'est notre plus gros organe, c'est eux qui ont le plus de récepteurs à l'insuline, récepteurs hormonaux, mais aussi ils sont producteurs d'hormones, c'est eux qui induisent une pression sur le système osseux, qui font rentrer le calcium dans les os, qui vous font une bonne densité osseuse, c'est eux qui assurent votre posture, c'est eux qui sont le moteur principal du cardiovasculaire, de la circulation du sang dans le corps, de concert avec le cœur. C'est parce qu'ils sont tous des compresseurs et des pompes à part entière. Donc prendre soin des muscles, c'est vraiment pour tout le monde, surtout qu'à un certain âge, la sarcopénie, c'est-à-dire l'atrophie musculaire, peut vous guetter si vous avez une vie sédentaire moderne. Il faut vraiment prendre soin de ces groupes musculaires-là. Donc, pour faire le lien avec le système nerveux, notre catabolisme ici, narration interne positive, vous faites votre sport, ça c'est régi par la noradrénaline. Noradrénaline, c'est la neurohormone qui est le bon focus, qui est quand vous contrôlez ce qu'on appelle faire une lutte contrôlée, une bonne lutte. Vous savez, quand le système nerveux sympathique, on l'appelle le mode lutte ou fuite, parce que vous vous battez ou vous fuyez. En fait,
La bonne lutte, le bon catabolisme, ce serait une pratique sportive par exemple, où vous vous amusez, où votre coordination est bonne, où vous ne faites pas n'importe quoi, où ce n'est pas la débandade. Voilà, vous êtes focus, vous êtes en contrôle de votre corps et vous ressortez surtout avec une sensation de fierté et de force. Vous vous êtes senti bien, vous êtes fier de vous vous êtes éclaté, vous êtes amusé, vous avez la banane. Ça, c'est un bon catabolisme. Sinon, donc là j'ai noté force, fierté, amour-propre. Sinon, si on endure la chose, si ça ne nous plaît pas, si on y va à contre-cœur, là on va avoir une narration interne négative. On va se dire, ah, c'est gonflant, vivement que ça s'arrête. Ça a pour effet de faire monter en nous une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est une hormone anti-inflammatoire. Et celle-ci, elle convertit la noradrénaline en adrénaline. Ça veut dire, l'adrénaline, vous connaissez, cette neurohormone qui est l'hormone de la survie. Tout d'un coup, la coordination part complètement dans les choux et c'est la fuite en fait. Quand je vous dis le mode lutte ou fuite, la lutte contrôlée, c'est noradrénaline. La fuite, c'est-à-dire, la fuite, il ne faut pas le voir dans le sens je prends mes jambes à mon cou, forcément. Ça peut, vous pouvez rester dans l'effort, mais c'est du genre je contrôle plus rien. Je me donne à fond, mais la coordination, c'est n'importe quoi. Et ça va plutôt créer un traumatisme plutôt qu'autre chose. Vous voulez en finir, en fait. Vous voulez finir la séance. Voilà, quoi. Il y en a marre. Fuite, paralysie, traumatisme. Ça, par contre, là, on va pas pouvoir... Vous voyez bien que l'observation va engendrer une erreur somatique qui va être grande. Et derrière ça, la reconstruction musculaire, ça va pas le faire. L'anabolisme... J'ai parlé des signaux envoyés par les cellules satellites. D'autres signaux que je cite comme ça, que je reprends souvent sur Vérisme TV, que vous connaissez sans doute, c'est la GH, l'hormone de croissance, l'IGF-1, qui est un facteur de croissance, ça veut dire Insulin-like Growth Factor, donc un facteur de croissance qui est médié par l'hormone insuline, la testostérone, voilà, des hormones qui sont là pour l'anabolisme. L'anabolisme, ça se passe pendant le repos, c'est la phase d'intégration, pendant le sommeil, quand il n'y a pas de stress, quand le discours interne est positif. Discours interne et externe, tous les mots qu'on emploie. Là encore, c'est essentiel que vous teniez votre carnet, que vous notiez les choses. Comment je me parle, comment je parle aux autres, et pour savoir vraiment si j'optimise ma phase d'anabolisme. Sinon, montée du cortisol, évidemment. Si je me répète après le sport, je me couche, je veux passer une nuit, mais je me dis, oh là là, demain, je repars pour une séance de sport, j'ai pas envie de le faire. Et puis aujourd'hui, c'était nul. Et franchement, je suis pas arrivé à faire mes 20 pompes. Discours interne négatif, ça marchera pas. L'anabolisme va être complètement freiné. Pourquoi le corps a alloué de l'énergie dans un canal qui est négatif, hein, et qui fait mal, où on ne veut pas aller? C'est pas son but. Lui, son but, c'est réduire l'entropie, c'est augmenter la survie, la conservation de la vie. Donc voilà, nouveau tissu, si tout se passe bien, par contre, si l'anabolisme se fait dans la joie et dans la prise de plaisir, dans l'amour-propre, etc., c'est là où muscles, ongles, cheveux, barrière intestinale, tous les nouveaux tissus, les os, vont pouvoir se reconstruire, vont pouvoir se régénérer. C'est ça qu'il faut retenir là-dessus. Donc, tenez votre journal. Absolument. C'est très très important parce que pour moi, c'est ce qui m'a le plus apporté. C'est ce qui m'a le plus changé. M'analyser moi-même pour trouver ce qui me correspond. Voilà les amis, tout ça, ce concept-là au niveau des neurosciences, vous pouvez l'appliquer à la bouffe, à la nourriture, comment on mange, comment je me sens avant manger, pendant, après. Les bains froids, c'est pareil. Et finalement, toutes les relations qu'on peut avoir avec autrui aussi. C'était une vidéo dense, c'est une vidéo importante, mais elle est fondatrice de cette formation. Donc, reprenez-la, regardez-la encore et considérez-la vraiment comme l'une des plus importantes. On va aller un petit peu plus loin dans les travaux de Carl Friston dans l'une des prochaines vidéos. Allez, à bientôt.